Il y a la guerre, mais surtout le changement climatique, la biodiversité en déclin, les incertitudes sur la relève dans les exploitations. À tout cela, le président français répond troisième révolution agricole. Numérique, robotique, génétique, ce sont les piliers énumérés par Emmanuel Macron pendant sa visite éclair au Salon de l'Agriculture à Paris. C'était il y a une semaine. Alors la technologie est-elle l'avenir de l'agriculture? C'est notre grand angle. Avec vous, Paulin Pasco, bonsoir. Vous êtes diplômé d'HEC, vous avez cofondé Agriconomie en 2014, une place de marché en ligne dédiée aux approvisionnements des agriculteurs. Vous êtes fondateur aussi de la Ferme Digitale, une communauté de start-up et d'entreprises agricoles françaises qui développent des solutions technologiques et numériques. Bonsoir. Et avec nous, bonsoir. Et avec nous également, bonsoir à vous aussi, Anne Gérard. Vous êtes ingénieure, néo-agricultrice. Vous étudiez chez Hectare, l'école financée par Xavier Niel, le milliardaire français de la tech. Un mot d'abord de l'actualité. Les céréales sont un enjeu dans la guerre. La Russie et l'Ukraine sont deux des principaux exportateurs dans le monde. Les prix ont déjà bondi. À Paris, la tonne de blé gagne dans les 20% depuis le début du conflit, à près de 394 €. Anne Gérard, dans ce contexte, est-ce que devenir néo-agricultrice, ça ne vous fait pas un peu peur? C'est sûr que les challenges sont un peu durs à prendre, mais c'est justement là où on se dit qu'il y a le plus de choses à faire pour réussir à avoir une résilience du point de vue de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et ça veut dire qu'il faut changer, amener plus de changements dans ce qu'on fait. Et oui, bien sûr que ça fait peur, mais... Alors, malgré un agenda bouleversé par la guerre, les ministres français de l'économie et de l'alimentation, le secrétaire d'État en charge du numérique ont présenté leurs propositions pour renforcer l'innovation dans l'agriculture, des propositions que vous aviez formulées à la Ferme Digitale. Comment la tech, donnez-nous un exemple concret de comment la tech peut aider aujourd'hui l'agriculture? L'agriculteur est un entrepreneur qui doit travailler avec une multitude d'enjeux et toute la tech, le numérique, lui permet de prendre de meilleures décisions économiques et agronomiques au quotidien. Donc toutes les innovations, que ce soit dans la data, dans la robotique, dans ce que vous amenez, vous, Anne, dans les plateformes, etc., lui permettent de prendre des meilleures décisions au quotidien. Donc ça peut être... On parle de grandes exploitations avec beaucoup d'employés. Est-ce que un agriculteur avec ses 20 vaches peut l'utiliser aussi? Ces innovations, c'est d'accompagner toutes les agricultures. Des agriculteurs qui misent sur... Des structures très grosses qui vont travailler sur les volumes, mais également sur des agriculteurs qui ont des stratégies plus de niche et plus créatrices de valeur pour leur exploitation. L'idée, c'est vraiment qu'on leur fournisse une boîte à outils qui leur permette d'améliorer au quotidien leur prise de décision. Et l'avenir de l'agriculture, c'est en premier lieu l'avenir des agriculteurs et de ces agricultrices. Alors, prenons un exemple concret, le vôtre. Vous n'allez pas acheter une ferme, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors nous, on prévoit de développer les machines qui vont permettre aux exploitants laitiers de diminuer par 2 leur coût de production et leur temps de travail sur l'exploitation laitière. Le but, c'est d'arrêter. Aujourd'hui, le laitier, c'est quelque chose de très compliqué. Si on rentre, il n'y a plus personne qui se dit aujourd'hui, j'ai envie de faire 6h, 21h. Oui, j'aime les vaches, j'aime le contact avec la nature, j'aime le lait, le fromage, tout ce qui fait notre patrimoine. Mais 6h, 21h, c'est dur. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe les machines qui permettent de pratiquer du pâturage dynamique tournant avec de la traite sur le pâturage. Pâturage dynamique tournant, c'est qu'on essaye de limiter les intrants. On ne veut pas acheter du foin de l'extérieur. On veut que sur nos 50 hectares et nos 50 vaches puissent pâturer, donc se nourrir exclusivement de ce qui pousse. Et donc pour ce faire, pendant 2 jours, le troupeau va manger sur une petite parcelle, 2 jours après sur la parcelle d'à côté, 2 jours après sur la parcelle d'à côté. Qu'est-ce qu'il y a de tech là-dedans? Et donc nous, ce qui est intéressant, ce qu'on veut, nous, c'est du lait. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans une parcelle, il faut ramener tout le troupeau à la maison, traire le lait et renvoyer le troupeau, si on est gentil et qu'on veut les faire pâturer, renvoyer le troupeau quelque part dans les 50 hectares. Donc vous allez arriver avec une machine sur le pâturage? C'est ça. Donc il y a la traite automatique qui aujourd'hui existe déjà, première fois en 1992. Maintenant ça existe, mais c'est 300 000 € à peu près une machine pour te permettre de faire la traite en intérieur. Mais c'est de la traite automatique, c'est-à-dire que la vache vient, on lui distribue des croquettes et pendant qu'elle mange les croquettes, on a juste un bras robotique qui vient placer le manchon de traite sur le pied de la vache. Aujourd'hui, ça, c'est sous les tables. Et nous, on développe la machine sur le pâturage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vaches n'auront plus jamais besoin, outre grosses intempéries, elles seront toujours à l'extérieur. Qui financerait, dans le monde des bisounours, on aimerait pouvoir louer ces machines. Nous, notre but, c'est qu'il y ait des gens qui se réinstallent dans le laitier. Aujourd'hui, si vous voulez avoir une ferme de 50 vaches, vous mettez presque 1 million sur la table. Et vous vivez pauvre et vous mourrez riche parce que peut-être à la fin vous possédez. Mais le but, c'est de changer de paradigme et d'arriver à un moment où on loue les machines. Donc
C'est un vrai sujet parce qu'on a 50% des agriculteurs et des agricultrices qui partiront à la retraite dans les 5 prochaines années. Donc comment est-ce que nous arrivons à redonner encore plus de sens à nos métiers, à permettre à ces agriculteurs, à ces agricultrices, on embrasse par là tous les éleveurs, une vie bien meilleure. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs qui survivent plutôt que de vivre. Donc comment est-ce que nous arrivons avec nos technologies à ramener un peu de valeur chez l'agriculteur et les agricultrices? Comment est-ce qu'on arrive à recréer du sens pour permettre à une nouvelle génération de prendre les rênes de l'exploitation française? Mais avant tout, il faut qu'on amène à ces agriculteurs, à ces agricultrices, la capacité de vivre. On va regarder un autre exemple d'agriculture connectée. Celle-là devrait vous parler. On va voir ce que c'est. Un exemple, le reportage en Côte d'Ivoire de Cléophas Mossola avec Grégory Fontana. Vendre ses récoltes, c'est avant tout un véritable défi logistique dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Aller dans les grandes villes pour y trouver les clients s'avère compliqué et coûteux. On avait des difficultés pour faire sortir nos produits. À cause de l'état de la route, on peut dire que on a encore ces mêmes difficultés-là parce qu'on n'a pas une bonne route où les voitures peuvent rentrer. Suivant l'adage, si tu ne peux pas aller jusqu'au client, alors faisons en sorte que le client vienne à toi. Une plateforme numérique a été créée il y a 4 ans par une start-up ivoirienne, une sorte de coopérative digitale qui met en relation producteurs et acheteurs. Une initiative qui permet aussi d'éviter les pertes. Avant, il est très difficile parce que, disons que le secteur du maraîcher vivrier, c'est un secteur vraiment où les produits sont périssables. Donc l'impact aujourd'hui, c'est le temps qu'on gagne. Le temps, c'est-à-dire que cette possibilité d'écouler rapidement et leur permet de gagner aussi de l'argent. Et ça marche. À l'image de cette ancienne restauratrice, elle s'est lancée dans la culture du riz il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle vit de son nouveau métier et peut nourrir toute sa famille. Je n'avais aucune idée de la culture du riz. Je suis venue vers ce monsieur-là qui a la plateforme de la riziculture, qui m'a trouvé une parcelle pour m'essayer, pour voir ma compétence. Grâce à ces plateformes numériques qui fleurissent un peu partout dans le pays, ces agricultrices et agriculteurs bénéficient également de conseils. Comment planter, quand récolter, à quel rendement peut-on s'attendre? Un nouvel atout indispensable dans un pays où les 2/3 de la population vit de l'agriculture. Et c'est un peu ce que vous faites, vous, avec Agriconomie? C'est similaire? C'est très proche de ce qu'ils font, mais l'objectif chez Agriconomie, c'est de permettre aux agriculteurs d'avoir accès très facilement et au meilleur prix à tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. L'idée, c'est qu'ils puissent se connecter sur un seul site, agriconomie.com, et qu'ils puissent acheter en toute transparence tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation, de se faire livrer leurs engrais, leurs semences, leurs pièces détachées, la nutrition pour leurs animaux, et ça très rapidement et au meilleur prix. Donc ce qu'on permet aux agriculteurs, c'est de leur faire économiser du temps, une centaine d'heures par an, et de leur faire économiser entre 4 et 5 000 euros par an. Donc l'idée, c'est vraiment de redonner du pouvoir aux agriculteurs pour qu'ils puissent derrière avoir plus de temps pour passer du temps avec leur famille ou développer leur exploitation comme ce que vous faites. Alors justement, vous êtes, je crois, l'aîné d'une famille de 6 avec un père et un grand-père agriculteurs. Vous avez 32 ans, si mes calculs sont bons. Reprendre une exploitation, ça ne vous tenterait pas, par exemple? Alors mon grand-père a été ouvrier agricole toute sa vie. J'ai eu la chance de pouvoir passer du temps à travers la France avec toutes les exploitations agricoles, que ce soit des éleveurs ou des céréaliers, des maraîchers, etc. L'exploitation familiale, cette idée-là, cette image-là? Je n'ai jamais eu la chance d'avoir des terres. Mon grand-père a été ouvrier agricole toute sa vie. C'est un métier passionnant et de passionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus ouvert avec toute cette innovation, toute cette nouvelle technologie qui vont permettre aux agriculteurs de travailler plus sereinement. Mais c'est un métier de passionné avant tout. Alors, on va revenir à ce qu'est l'agritech. Il y a quand même quelques réserves à signaler. On va les passer en revue. Celle d'une future dépendance du secteur aux semi-conducteurs et aux puces électroniques. Est-ce que ça ne risque pas de fragiliser le secteur? Alors, pas que le secteur agricole. Je pense que ce sont tous les secteurs aujourd'hui qui dépendent de ces sujets-là. Mais c'est un risque. C'est un risque, mais c'est un risque pour tous les secteurs que nous avons aujourd'hui. Nous dépendons malheureusement, et je pense que nous devons prendre en considération ce sujet-là, en se disant comment est-ce que nous arrivons à créer une agriculture française, une agriculture européenne, qui nous permette de mieux vivre. C'est un vrai sujet. Comment est-ce que nous arrivons à internaliser nos productions agricoles? Et on s'en est rendu compte pendant le Covid, on s'en rend compte aujourd'hui pendant cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nos agriculteurs sont les héros du XXIe siècle. Nos agriculteurs sont les soldats du climat. Ce sont ceux qui vont nous permettre de répondre aux différents enjeux. Mais justement, sur le climat, quelle garantie vous avez que toute cette automatisation, que toute cette tech, en fait, vous en protège? C'est un
C'est la raison pour laquelle on est passé notamment par hectare pour une formation courte, c'était justement de savoir qu'est-ce qu'on... Donc, j'ai l'habitude de dire que nous, on est des moldus. Moi, je suis donc ingénieur mécanique. J'ai pas les parents agriculteurs comme vous. On nous appelle les NIMA, non issus du milieu agricole. Et c'est pour ça que j'ai utilisé plusieurs réseaux existants pour m'imprégner de tout ce qui se passe, et notamment le courant montant de l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est réussir à produire tout en respectant l'environnement. Et c'est là qu'on va être résilient. Quand arrive, nous, notre patrimoine, vu qu'on n'a pas d'étable vraiment, notre patrimoine, ce sera notre terre. Nos vaches vont faire du bon lait si elles arrivent à manger des aliments de bonne qualité. Les aliments sont de bonne qualité si ta terre est de bonne qualité. Alors vous êtes vous êtes à Hectare, cette école dans laquelle vous étudiez. Les syndicats de l'enseignement agricole public, certains paysans sont plutôt hostiles à ce campus version Startup Nation. Selon les détracteurs, Xavier Niel entend inculquer au monde agricole la nécessité technologique. Est-ce que ce projet d'école n'aurait en fait rien de philanthropique ? Alors, je ne peux pas parler au nom d'Hectare, je peux parler juste dans l'expérience que j'ai eue. Il ne se positionne pas en école, il se positionne en complément aujourd'hui de ce qui peut... Par exemple, on va avoir des étudiants d'AgroParisTech qui nous rejoignent en stage, on va avoir des personnes qui ont, eux, une vraie expertise technique. Hectare se veut comme un tremplin pour des gens comme moi, qui ne s'y connaissent pas, qui aujourd'hui on est en train de prototyper, on est limité par le temps. Je ne peux pas prendre 2 ans à me former aujourd'hui à AgroParisTech pour avoir la vraie expertise. On va chercher des gens, on va essayer de comprendre ce réseau, et c'est ça que fait Hectare. Il rassemble des experts qui te font comprendre c'est quoi une vache qui pèse 500 kilos, comment est-ce qu'il faut qu'on design nos machines pour que ça se passe bien. La critique sous-jacente, en fait, pardonnez-moi si je reformule, c'est que les entreprises créent des cursus sur mesure en fonction de leurs besoins. Est-ce que c'est l'intérêt de tous ou c'est leur propre intérêt ? Je pense que ce dont on a besoin en France, mais à travers l'Europe, dans notre secteur, c'est d'ouvrir nos chakras. C'est de permettre aux écoles, aux entrepreneurs, aux grandes entreprises, aux agriculteurs, aux fonds d'investissement de discuter. C'est comme ça que nous allons réussir à créer l'agriculture de demain. C'est en créant un écosystème qui va réunir tous les acteurs de l'innovation agricole. Dans le public, ça doit forcément passer par le privé ? Il faut un mix de tout. Et on est très heureux que le gouvernement, avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et Bercy, nous ait demandé à la ferme digitale de rédiger un rapport pour les accompagner sur ce sujet-là. Mais on peut avoir l'émergence de certaines entreprises, de certaines start-up, si on veut pérenniser la croissance de nos activités dans le secteur agricole et créer des leaders qui pourront demain résister au chant des sirènes des Américains, des Chinois, des Russes. Il faut réussir à créer un écosystème. Il faut réussir à créer un écosystème qui favorise l'émergence de leaders de demain. Et pour créer ces leaders-là, nous avons besoin d'un énorme écosystème qui rallie tous les acteurs de l'innovation. L'agritech est dans l'air du temps. Google s'est placé sur le créneau avec un robot ultra connecté. Des milliardaires comme Bill Gates, Jeff Bezos ont acheté des centaines de milliers d'hectares à travers le monde ces dernières années. D'un mot, pour conclure, la Terre, c'est une valeur refuge aujourd'hui ou c'est un monde qui est en train de devenir hors sol ? Vraiment rapidement pour conclure. C'est même pas une valeur refuge, c'est la Terre, c'est l'homme, c'est la vie. On n'a rien sur nos agriculteurs, on n'a rien sur nos terres. C'est ce qu'il y a de plus central dans la vie de l'humanité. Paulin Pascaud, merci beaucoup. Anja, merci à vous aussi d'être venu dans 64 minutes, dans ce grand angle.